messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Malikoura Tassira, saison 2. Oui, la tribune d'expression des membres du gouvernement revient sur nos antennes radio et télé pour faire le point des acquis et des perspectives de l'action gouvernementale. Cela dans le cadre de l'an 2 du gouvernement de la rectification. Malikoura Tassira 2, à la suite de Malikoura Tassira 1, est une initiative de la primature en coproduction avec l'Office de radio et télévision du Mali et des médias partenaires. Il est prévu un passage sur ce plateau de l'ensemble des membres du gouvernement avec à la clé une journée d'information avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Objectif donc donner le maximum d'informations, l'information la plus large possible sur les actions menées par chaque département ministériel dans le cadre de l'action gouvernementale pendant l'année écoulée en application du programme d'action gouvernementale révisé. Ce premier numéro sera donc consacré à la jeunesse, fer de lance de la nation, la jeunesse qui constitue la plus grande partie de la population malienne et qui entend pleinement jouer son rôle dans l'œuvre de construction nationale et dans le processus de refondation du Mali. Le département de la jeunesse des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et vous le savez, dirigé par Abdoul Kassim Fomba. Monsieur le ministre, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Malikoura Tassira et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec moi pour vous interroger ce soir, Amadou Diallo, il est directeur de la presse communautaire à l'agence malienne de presse et de publicité. Bonsoir, chers confrères. Alors, monsieur le ministre, vous avez présenté début août dernier, si je ne m'abuse, une feuille de route conformant donc au programme d'action gouvernementale, une feuille de route en 3 axes. Expliquez-nous, qu'est-ce qui sous-tend un peu cette démarche? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici, monsieur Konaté, monsieur Diallo. Vous savez, au niveau du département, on a reçu des instructions. Nous avons une mission assez claire par rapport à la mission du département qui est de faire la promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne. Et à la suite de cette mission, il était important de voir quelles sont les mesures à prendre à notre niveau. Et nous avons, ensemble avec les collègues, mis en place 3 axes prioritaires. Et ces axes prioritaires sont basés non seulement sur le plan d'action actualisé du gouvernement, mais aussi sur les recommandations des Assises nationales de la refondation. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté, face au Bara Nedjoro, qui met un peu en avant le rôle que chacun doit jouer dans la construction du pays, et notamment le rôle des jeunes aujourd'hui dans la construction du pays. L'axe numéro 2, qui est le village des opportunités, et d'appuyer à mettre en place des cadres qui pourraient être des cadres favorables pour le développement des jeunes, des développements économiques au niveau des jeunes, tout en collaborant bien entendu avec le ministère de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Et l'axe numéro 3, c'est le sport citoyen, et sport santé, sport unité, sport cohésion sociale et sport citoyen, parce que le sport aussi aide dans le cadre de la citoyenneté. Donc, ce sont les 3 axes que nous avons mis en place au niveau du département afin d'insuffler et de répondre à la mission qui nous est assignée. Alors, 3 axes, donc 3 concepts. Voyons concrètement ce qui a été fait dans le cadre de ces 3 axes que vous avez définis. Nous allons commencer bien évidemment par le volet jeunesse et citoyenneté. On se rappelle, vous avez sonné la mobilisation des jeunes pour l'engagement civique et l'investissement humain à travers ce que vous avez appelé des brigades citoyennes. Elles sont censées être présentement actives dans toutes les communes, tous les week-ends pour des œuvres patriotiques. Alors, quel était l'objectif visé et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors, l'objectif visé, c'est qu'on s'est dit que quoi qu'il en soit, à un moment donné dans la construction du pays, il faut que chacun y donne un peu de soi. Et cela ne peut pas être forcément lié à des aspects pécuniaires. C'est pour cela que nous avons mis en place la brigade citoyenne et nous les avons mis à la disposition des collectivités. L'idée derrière, c'est de réunir des jeunes de toutes catégories afin que ces jeunes puissent répondre aux attentes et aux besoins de leur propre communauté. Ça peut être des attentes liées à l'assainissement, aux sensibilisations, à la sécurité routière et à tous les aspects qui peuvent être prioritaires au niveau des collectivités. Et à ce stade aujourd'hui, la brigade est installée dans 14 régions du pays, sur les 19 régions, plus le district de Bamako, où nous les avons dans les 6 communes actuellement du district de Bamako. À ce stade aujourd'hui, la brigade œuvre à mener des initiatives toutes les semaines. C'est-à-dire que tous les dimanches de la semaine, ou dépendamment du choix bien entendu de la collectivité, ces acteurs-là sortent et mènent des initiatives au compte de la collectivité. Donc à ce stade, nous avons des brigades qui ont eu à faire de l'assainissement,
des reboisements dans certaines localités. Il y a d'autres qui sont allés dans la construction des briques pour les cimetières. Donc, en fait, les initiatives sont vraiment assez diverses, mais ça va vraiment dans la priorité au niveau des collectivités. Mais est-ce que vous avez procédé à une évaluation à ce stade pour voir ce que ça donne, si les choses vont dans la bonne dynamique? Bon, à ce stade, aujourd'hui, les choses évoluent dans la bonne dynamique parce que nous avons une évaluation mensuelle par rapport à toutes les activités menées par les différentes brigades à travers le pays. Et ce que nous remarquons, c'est qu'il y a vraiment un dynamisme qui s'installe. Vous savez, lorsqu'un concept comme ça arrive et que pour certains c'est un nouveau concept, ça prend souvent du temps pour que ça démarre. Mais à ce stade aujourd'hui, nous remarquons que vraiment les collectivités sont en train d'énormément s'impliquer là-dessus. Et même dans certains départements ministériels qui ont eu à écrire à notre département pour savoir comment on peut mettre les brigades à leur disposition pour certaines initiatives qu'ils ont à leur niveau. Et nous pensons que c'est vraiment ça l'utilité que nous cherchons derrière. Des jeunes qui sont là, qui se mettent au service de leur communauté, au service de leur pays, pour pouvoir répondre à des actions citoyennes pour le bien-être et le confort des différents citoyens. Alors, Monsieur le ministre, 21 ans déjà qu'il n'y avait pas eu de camp national des pionniers. Vous avez organisé cette année ce camp national. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque et qu'est-ce que vous comptez en tirer? Vous savez, les périodes que nous remarquons dans notre pays, les bonnes périodes, les périodes les plus difficiles, nous avons remarqué qu'il y a quand même certains groupements qui sont là, qui sont, on va dire, constants. Et la constance, c'est au niveau des pionniers également. On peut parler des scouts, bien entendu, qui vont bientôt faire aussi leur camp national. Nous avons estimé qu'il était important de faire le camp national des pionniers pour regrouper un peu tous les pionniers à travers le pays. Nous devons lancer cette perception de citoyenneté, faire comprendre un peu à toute la jeunesse qu'aujourd'hui nous devons être dans une dynamique de mise à disposition, d'investissement humain et également d'action citoyenne dans notre pays pour pouvoir aider dans le renforcement et le développement de notre communauté. Et ces acteurs-là, pionniers, sont des acteurs qui sont connus de tout le monde. Tout le monde sait le travail qu'ils ont fait et qu'ils sont en train de faire. Donc il était important de les regrouper. Mais le camp national n'était pas seulement pour des actions de citoyenneté. C'est un camp également qui a été utilisé pour faire des formations. C'est un camp qui a outillé certains jeunes par rapport aux petits métiers et nous estimons que cela est extrêmement utile pour aider également ces jeunes-là à s'épanouir dans leur localité. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler d'accompagnement de jeunes dans le cadre notamment du volontariat. Amadou Diallo. Vous avez lancé et suivi 500 jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas, par rapport à leur insertion. Alors, pour qui connaît bien la situation socio-économique des jeunes, on sait que ça c'est du pain béni. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de ce programme-là? Alors ça c'est un programme qui vient d'un partenaire. Mais en réalité, nous avons des programmes beaucoup plus ambitieux que cela. 500, c'est déjà bien, il faut le reconnaître. Comme vous l'avez dit, c'est un pain béni pour quelques jeunes. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'aller un peu plus loin dans nos réflexions. Et aujourd'hui, au niveau du département, notre réflexion, c'est au-delà de donner de l'emploi, il faut mettre des mécanismes et des cadres assez structurants qui vont permettre à certains jeunes qui ont la volonté de le faire, bien entendu, de pouvoir aussi s'insérer sur le plan entrepreneurial. Et ces cadres-là sont assez diversifiés. C'est pour cela que nous avons mis en avant un peu la mobilisation de l'expertise jeune. Qu'on le veuille ou pas, il y a des jeunes qui ont beaucoup d'expertise aujourd'hui. Il faut que ces jeunes-là puissent également être mobilisés pour aider d'autres jeunes à pouvoir se réinsérer et avoir cette motivation qu'eux-mêmes ils ont eue pour atteindre ce niveau-là. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre un mécanisme d'analyse des textes qui vont permettre à ces jeunes-là d'avoir des opportunités de développement. Notamment, par exemple, le nouveau texte, le code minier qui a été adopté, mais il y a beaucoup d'avantages qui sont issus de ces codes miniers-là. Mais il nous faut mettre ces mécanismes, de redevabilité par rapport à certains jeunes qui sont déjà au niveau de certaines institutions afin de pouvoir donner l'information par rapport à ça, mais aussi de mettre à travers ces analyses l'opportunité à d'autres jeunes de pouvoir bénéficier de cela. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans cette dynamique. Vous savez, au niveau du département, nous avons aujourd'hui une dynamique de changement de paradigme. La lecture doit être différente. Nous avons fait beaucoup de choses pendant plusieurs années et les résultats n'ont pas forcément donné ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, avec l'appui des plus hautes autorités et la dynamique qui est en cours, on a un changement de paradigme aujourd'hui où on veut mettre le jeune au devant, mais profiter également de tous ces systèmes qui sont là pour le bénéfice de toute la communauté. Et voilà, c'est ce qui est en cours. En faisant cela, vous mettez aussi l'accent sur la communication. Monsieur Diallo, on continue sur le volet communication.
Justement, vous venez de dire qu'il y a des jeunes qui ont des talents, qui ont des compétences, mais qui ne sont pas connus. Alors, je pense que c'est dans ce cadre-là que vous avez créé des radios, précisément au niveau de l'ASA et de Danka, et certainement qui s'ajoutent à d'autres radios. Alors, comment comptez-vous exploiter cet instrument de mobilisation, en tout cas pour que le maximum de jeunes soient associés aux politiques que vous êtes en train de mener? Avoir des radios, des réseaux de radios, je pense que c'est un moyen qui est extrêmement important et puissant. Et cette puissance-là, il faut l'utiliser et le recalibrer. À ce stade aujourd'hui, nous utilisons nos radios Voix des jeunes pour pouvoir faire certaines actions d'information. Aujourd'hui, il nous faut avoir des grands programmes au niveau des programmes de citoyenneté et des programmes qui sont en vision avec la mission du département. Je pense que très bientôt, d'ailleurs, il y a une rencontre qui va se faire avec tous les directeurs des Voix des jeunes, des radios Voix des jeunes. L'idée derrière, c'est de pouvoir regrouper ces radios-là, d'avoir un programme commun par rapport aux actions de citoyenneté, mais également de donner de la lumière, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui ne sont peut-être pas connus dans des initiatives qu'eux-mêmes ils sont en train de faire. Donc ces radios Voix des jeunes sont là pour montrer qu'aujourd'hui, nous pouvons bien faire les choses et bien gagner notre vie, et non utiliser la violence. Il y a une question de modèle de jeunes. Ce modèle de jeunes aujourd'hui, nous devons mettre ça dans un repère qui est positif. Alors, Monsieur le ministre, on va clore sur ce chapitre dans lequel vous avez quand même mené beaucoup d'activités. On peut citer les vacances citoyennes, les journées nationales du drapeau, la 3e promotion du service national des jeunes. Rappelez-nous, tout simplement pour boucler ce chapitre, la philosophie globale qui se cache derrière cela. La philosophie, elle est très simple. Aujourd'hui, nous sommes dans une refondation de l'État. Il s'agit de la refondation de la jeunesse. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir créer ou de pouvoir nourrir cette nouvelle jeunesse-là à se prendre en charge, à prendre les choses en main, à savoir qu'aujourd'hui, au-delà de la formation, il y a de la responsabilité. Et au-delà de la responsabilité, il y a de l'engagement. Et formation, responsabilité, engagement, il faut impérativement avoir ces mécanismes-là. Et le service national de la jeunesse, vous l'avez cité, est un de nos mécanismes les plus importants par rapport à cela. Parce que ça va nous permettre de forger les jeunes, de les amener à comprendre qu'aujourd'hui, il y a des questions de citoyenneté, de responsabilité à poser au niveau des communautés. Et ce service-là va énormément nous aider dans ce sens-là. Et nous avons même lancé, il n'y a pas très longtemps, un avis de recrutement pour les non-fonctionnaires. Et on voit qu'il y a un intérêt qui est là, parce qu'il y a eu énormément de dossiers qui ont été déposés. Ces états généraux de la jeunesse que vous organisez, des états généraux de la jeunesse, on n'en avait pas vu aussi depuis un certain temps. Monsieur le ministre, pourquoi le retour à ces états généraux aujourd'hui? Les derniers états généraux, à notre connaissance, sont de 93-94. Ces états généraux sont venus juste après 91, les événements de 91 et surtout la nouvelle dynamique de démocratie. Il s'agit aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle dynamique également. Nous sommes dans une 4e République, nous avons une nouvelle constitution et nous avons une jeunesse différente, une jeunesse qui est influencée de partout. Donc il était important de refonder, de faire une refondation de cette jeunesse. Donc appeler toute la jeunesse à travers le pays et à travers le monde, tous les jeunes Maliens à discuter, à dire comment eux ils voient leur avenir dans le cadre des nouveaux axes, des nouveaux enjeux de notre pays aujourd'hui. Et nous sommes très heureux parce que dans la tenue de ces états généraux, nous étions agréablement surpris de voir que les jeunes sont sortis de partout. Nous avons plus de 600 communes qui ont accueilli les jeunes. Et ces jeunes-là, au niveau localement, ont discuté de leurs problèmes. Il y a certains villages qui ont même tenu aussi leurs états généraux. Nous avons les représentations diplomatiques qui ont été ouvertes pour cela. Mais on a voulu aller plus loin. On ne voulait pas que ce soit toujours les mêmes jeunes que nous connaissons. Chaque fois qu'on les appelle, ce sont les mêmes jeunes qui viennent dans les ateliers, dans les séminaires, dans les conférences. On a dit qu'il faut descendre encore plus bas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans les gares routières. On a tenu des états généraux là-bas. Bien entendu, il y a eu les facultés. Il y a eu des endroits, des jeunes qui sont aussi nos jeunes, qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans une situation de jeunes modèles, mais qui sont en train de travailler. Nous sommes en train de leur montrer le chemin qu'ils peuvent changer. Les actes peuvent être posés, ça peut être des mauvais actes, mais lorsqu'on prend conscience que ces actes ne sont pas bons, on peut renouveler. Ces jeunes-là sont les jeunes, malheureusement, ex-toxicomanes.
Il y a aussi d'autres jeunes où nous avons tenu les états généraux, qui sont les jeunes de la rue. Donc, c'est pour vous dire vraiment la diversité de cette jeunesse-là. Le président de la transition nous a donné une mission claire d'unir les jeunes et de les mettre dans une situation d'action par rapport au développement et aux nouveaux axes du pays. Et pour cela, on ne peut pas se limiter à une catégorie de jeunes. On est obligé d'aller avec tous les jeunes, c'est tous ces jeunes-là, même les jeunes qu'on oublie. Vous savez, le président de la transition, lorsqu'il prenait mandat, il a accès à un discours que vous connaissez, où il a accès à ce discours au niveau de la jeunesse. Il est important qu'aujourd'hui la jeunesse réponde à ce message-là. Est-ce que, dans sa conclusion, la jeunesse, elle a réussi ou elle a échoué? À ce stade aujourd'hui, la jeunesse a pris toutes ses responsabilités pour que la mission réussisse. La mission n'est pas terminée, mais la jeunesse sera là. La jeunesse sera là pour accompagner toute cette mission qui est en train d'être faite. Vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous remarquons qu'il y a une dynamique qui est créée dans notre pays, qui est reconnue et au plan national et au plan international. Et cette dynamique-là, nous sommes obligés de la tenir. On continue sur le Conseil national de la jeunesse, Amadou Diallo. Oui, monsieur le ministre, vous avez mis en place un comité de normalisation. Alors, on se demande qu'est-ce qui a secoué le cocotier au point de mettre en place un comité de normalisation? Ce qui a secoué le cocotier. Bon, en fait, je suis venu trouver que le cocotier était très secoué. Ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, comme on a dit, nous sommes dans une dynamique où on veut que les jeunes eux-mêmes soient dans une dynamique positive. Lorsqu'on vient trouver qu'il y a un cadre qui doit réunir tous les jeunes ou qui parle au nom de la jeunesse, qui est le Conseil national de la jeunesse, et qu'au sein de la fêtière, il y a une divergence et surtout une incompréhension par rapport à son fonctionnement, il était important que le département s'implique là-dessus. Et à travers notre direction nationale de la jeunesse, je pense qu'il y a eu un moment où on était obligé de rassembler un peu tous les jeunes pour leur dire, bon écoutez, il est important aujourd'hui qu'on puisse respecter les textes. Nous ne pouvons pas nous-mêmes élaborer des textes et les violer et que le département soit muet là-dessus. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes dans le respect de nos textes. Et je pense que c'est cette dynamique-là qui nous a poussé justement à mettre en place ce comité de normalisation. Et après les États généraux, je crois que nous allons commencer rapidement la mise en place de cette nouvelle architecture qui va être décidée au sein des États généraux. Alors on va devoir boucler sur ce chapitre parce qu'on aura beaucoup de choses à dire par rapport au sport. Mais avant de terminer, il y a beaucoup d'initiatives, des initiatives de formation, des projets en cours dans le cadre de ce volet village des opportunités. Rappelez-nous encore ici, en quelques mots, la philosophie. Le village des opportunités, en réalité, c'est de mettre en place des cadres d'opportunités pour les jeunes pour pouvoir se développer, surtout économiquement également. Et ça, nous le faisons en étroite collaboration avec le ministère de l'Emploi, de la Formation, de l'Entrepreneuriat et de la Formation professionnelle, qui ont un gros et large programme là-dessus. Nous ne sommes pas là pour donner de l'emploi. Nous sommes surtout là pour aider les jeunes à comprendre qu'ils doivent eux-mêmes réagir et avoir des actions à mener par rapport à leur propre développement économique. Donc ce sont ces mécanismes-là. Ces mécanismes vont se baser sur des textes législatifs qui vont être analysés et mis à la disposition des jeunes pour leur propre compréhension. On passe donc au troisième volet avec le sport citoyen. On va commencer par la CAN. Le monde du foot a bien évidemment les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Aigles du Mali y seront. Avec quel objectif et surtout quelles dispositions pour atteindre cet objectif? L'objectif est clair. Hein. L'objectif est très clair. Nous allons... Bon, je pense que c'est à notre portée. Nous allons pour prendre notre coupe et la ramener. Je pense que c'est l'objectif qui est là. Et je pense que les jeunes le comprennent, l'entraîneur le comprend, le staff technique le comprend. Et au niveau du département et surtout des plus hautes autorités, je pense que le plus grand fan aujourd'hui des Aigles aujourd'hui reste le président lui-même de la transition, qui a pris l'engagement de rénover tous les stades CAN. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour mettre en place un dispositif pour que nos sportifs puissent s'entraîner. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un joyau que nous avons, et c'est vraiment un joyau. Je pense que lorsque j'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, le ministre centrafricain, il me disait qu'il avait visité 40 pays africains et que pour lui, sur les 40 pays africains, il y a un pays qui avait les meilleures infrastructures. Pour lui, c'était le Rwanda. Mais quand il a visité notre centre de Kabbalah, il est venu, il me dit, mais monsieur,
Monsieur le ministre, je pense que les ambitions du Mali sont pas très grandes. Parce qu'en réalité, les ambitions de demander à des joueurs dans un espace comme ça de gagner la CAN, non. Que pour lui, on doit demander aux joueurs d'aller gagner la Coupe du Monde. Parce que l'environnement pour lui, c'est un des meilleurs environnements qu'il ait jamais vu. Kabbalah est un joyau. Nous avons investi certainement des choses extraordinaires là-bas. Je pense que ça va être... vous avez eu l'occasion, vous aurez l'occasion de visiter ça. Les joueurs vont maintenant s'entraîner à Kabbalah. Kabbalah, c'est du 5 étoiles hein, en réalité. C'est du 5 étoiles que les jeunes ont à leur disposition. Et c'est le président qui le voulait. Que des dispositions soient prises pour qu'on ait un cadre à ce que les jeunes puissent être dans un environnement pour que la balle soit dans leur camp. Nous sommes au football, nous avons fait la passe. La balle est plutôt dans leur camp. Et aujourd'hui, c'est à eux de marquer des buts. Et nous sommes très contents de savoir en tout cas que la motivation y est. Mais vous avez parlé de Coupe du Monde quelque part. Hein. On a quand même de très bons résultats, des équipes qui ont de très bons résultats dans certaines disciplines. Qu'est-ce que vous faites pour les conforter dans cela? Nous avons beaucoup de disciplines qui sont en train de faire des merveilles. Et nous allons très bien organiser, bien entendu, la grande rencontre des médailles. Et ça, c'est pour permettre à tous les Maliens de voir que aujourd'hui, dans le monde du sport, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de mener des choses extraordinaires. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons lancé un projet qu'on a appelé à la découverte des disciplines peu connues. C'est-à-dire, au-delà du football et du basketball, il y a beaucoup d'autres disciplines qui nous ramènent également des trophées et des médailles. Donc, il était important à ce que ces disciplines-là soient visibles. Donc, on y va par tirage au sort. En réalité, on prend toutes les disciplines. Nous en avons 48 au niveau du département. Nous tirons les disciplines et nous tirons les régions. Donc, chaque discipline qui est tirée et chaque région qui est tirée, donc la discipline a l'obligation d'aller promouvoir sa discipline dans la région. Ça nous permet en un premier temps de pouvoir leur donner suffisamment de visibilité. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos rénovations, même si ce sont les rénovations des stades, il y a plusieurs espaces qui sont prévus pour d'autres disciplines. Et ces espaces-là vont nous permettre de mieux professionnaliser ces disciplines-là, donc d'attirer le plus de sponsors. Vous savez, je donne souvent l'exemple d'une discipline qui existait dans un autre pays voisin, qui est la lutte traditionnelle. Vous savez, il y a plusieurs années, la lutte traditionnelle dans ce pays-là, ça a rapporté 300 000 francs lorsqu'on gagnait un match. Aujourd'hui, la lutte traditionnelle apporte 100 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous professionnalisons nos disciplines, nous allons être en mesure de recalibrer un peu la trajectoire de certains jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont cette aptitude au niveau du sport à pouvoir gagner leur vie. Parlons argent, ça fâche souvent. Amadou Diallo. Monsieur le ministre, avant d'aller à la CAN, vous avez décidé d'éponger, en tout cas l'essentiel, des primes des entraîneurs et des joueurs. Cette problématique des primes, ça fait tout le temps couler des encres et des salives. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, vous savez, nous sommes venus trouver une situation assez difficile. Hein. La situation des primes et les salaires des entraîneurs, c'est une situation que, effectivement, nous vivons au niveau du département. Mais à ce stade aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons reçu des instructions fermes de la part du président de la transition pour que déjà, au niveau de l'équipe nationale qui doit se rendre pour la CAN, surtout que c'est pour aller prendre notre affaire et la ramener, de tout faire pour que cette équipe soit dans ses droits. Et je pense que c'était une très bonne décision et nous l'avons appliquée. La première chose, c'est que nous avons épongé intégralement le salaire de l'entraîneur national, intégralement, vraiment, intégralement. Et la deuxième chose, c'est que toutes les primes qui restaient, on les avait payées. Les seules primes qui restent, c'est vraiment les tout derniers matchs qui ont été joués. Et ça a été déjà introduit, et je pense que c'est dans le circuit pour le paiement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est venu trouver qu'il y avait des dispositions déjà prises par rapport à l'épongement des salaires de 2019 à 2022 des entraîneurs. Et je pense que nous avons réactivé également le second paiement. Nous avons pu éponger une grande partie de 2019 jusqu'à 2022 des salaires au niveau des entraîneurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est vraiment très positive. Alors, Monsieur le ministre, on n'a plus beaucoup de temps pour continuer malheureusement. On va devoir parler perspectives en quelques mots. Hein. En quelques mots, quelles sont les perspectives aujourd'hui qui s'ouvrent pour la jeunesse malienne dans un contexte qui, on le sait, n'est pas forcément facile?
Bon, je pense que un des premiers points importants, c'est par rapport aux États généraux. Parce que juste après les conclusions d'un événement comme ça, il faut impérativement aller à la mise en œuvre des recommandations. Et je pense que ça, c'est une des premières étapes importantes. La deuxième chose qui est très importante, c'est vraiment la mise en place de l'architecture jeunesse que nous allons avoir après les États généraux de la jeunesse. Donc cette mise en place de cette architecture du CNJ va se faire immédiatement après les États généraux également de la jeunesse. Je vais juste pour les perspectives du sport. Il y a eu beaucoup d'investissements de l'État aujourd'hui au niveau des infrastructures sportives. Vous les voyez, ces infrastructures sont à des niveaux vraiment de standing international. Il est important à ce que l'utilisation de ces infrastructures se fasse dans de bonnes conditions. Tout récemment, nous avons fait adopter le cadre organique. Ça nous a permis de séparer les doublons. Parce qu'il y avait des postes où il y avait des doublons, de séparer les doublons, d'assainir la gestion interne au niveau des stades. Donc à ce stade aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous sommes en train de faire également et que nous allons continuer à faire par rapport aux perspectives liées au sport, en plus de tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à la mobilisation des sportifs et tout le reste. Monsieur le ministre, vous avez parlé de rénovation des infrastructures. Oui. On voit que le stade de Kati va passer de simple stade à stade omnisport. Alors, qu'attendez-vous de la jeunesse par rapport, parce que le président, je vais élargir, le président a promis à Caille la rénovation du stade de Caille, la rénovation du stade de Sigasso, la construction du stade de Tombouctou. Alors, toute cette dynamique, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse pour conclure? Alors, ce qu'on attend de la jeunesse, c'est déjà de comprendre la volonté politique. Lorsque le président de la transition décide de rénover autant d'infrastructures sportives, je pense qu'en premier lieu, c'est pour le milieu du sport et c'est surtout pour la jeunesse également. Donc, lorsqu'on a des infrastructures de ce standing-là, parce qu'à ce stade aujourd'hui, nous avons des infrastructures vraiment de niveau international. Et ces infrastructures, on doit prendre soin de cela. Qui peut prendre soin de ça? Au-delà de l'administration, il faut que les usagers de ces infrastructures en prennent soin également. Et ça, ce sont les jeunes. Donc, la première chose, c'est de s'engager à prendre soin des infrastructures qui sont là. Ce sont des infrastructures qui leur appartiennent. La deuxième chose, c'est qu'on leur demande de s'impliquer davantage sur les initiatives et les disciplines sportives qui sont là. Parce qu'en s'investissant dans les disciplines sportives, cela va nous amener également à réorienter les intérêts négatifs de certains jeunes à aller vers des intérêts positifs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment amener à de nouvelles perspectives pour réorienter le regard des jeunes vers des actions comme ça. Donc vraiment avoir des cadres comme les infrastructures que nous avons, je pense que c'est vraiment du pain béni, pour nous répéter, M. Konaté, c'est vraiment du pain béni, ou vous, du pain béni, M. Diallo plutôt, c'est vraiment du pain béni pour les jeunes et nous en sommes très heureux. Et vraiment, je les appelle aujourd'hui à plus d'engagement. Ils sont déjà engagés. Mais aujourd'hui, plus d'engagement, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une trajectoire où le pays a besoin que tous ses fils et toutes ses filles puissent être orientés à l'unisson pour aider à ce que le pays puisse émerger. Nous avons, moi-même personnellement, j'ai reçu quelqu'un d'une autre nationalité très rapidement. Quelqu'un d'une autre nationalité. Ils ont eu les mêmes problèmes que nous. Aujourd'hui, c'est la 6e économie mondiale. Et ils nous disaient qu'eux, à leur époque, en 1915, ils n'avaient pas de quoi manger, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un repas par jour. Nous avons la chance où il y a des endroits, même si tu n'as pas un repas par jour, tu peux rentrer dans une famille et prendre à manger, parce que ça fait partie de notre vie sociale. Mais ils disent qu'au-delà de la volonté politique qui a été faite, et nous avons déjà cette volonté politique, c'est que les jeunes ont pris les choses en main et ils ont accompagné cette volonté politique. Donc ils ont quitté une dimension où ils avaient un repas par jour, peut-être certains même pas, à 6e puissance économique mondiale. Et je pense que si on prend l'historique de tous les grands États, c'est ce processus, ils ont vécu des guerres, mais après à un moment donné, les jeunes ont dit, écoutez, stop, il faut qu'on prenne les choses en main. Et aujourd'hui, c'est d'inviter les jeunes aujourd'hui à prendre les choses en main. Nous sommes dans la bonne dynamique, c'est de les inviter aujourd'hui à se mettre ensemble afin qu'on puisse avancer. Et voilà, ça c'est l'appel que je peux faire pour les jeunes. Voilà, Monsieur le ministre, nous vous souhaitons donc bon vent. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci Amadou Diallo. Le plaisir partagé. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dès demain pour le prochain numéro de Malikoura Tassira. Excellente soirée sur nos antennes.